Chers compatriotes béninois, bonsoir. La cellule de communication de l'Association des Béninois d'Indiana vous présente aujourd'hui sa toute première émission de l'année 2024. Cette émission a pour thème l'importance de la déclaration des impôts, communément appelée tax return en anglais. Pour débattre de ce sujet pertinent, nous avons l'honneur de recevoir M. Sena Innocent Beda. Monsieur Sena Innocent Beda est un homme qu'on ne présente plus. Il participe à la vie communautaire depuis un long moment. Il est un comptable de formation et avant de venir aux États-Unis, il était comptable au groupe Bolloré. Arrivé aux États-Unis, il a continué d'exercer dans son domaine. Il a créé son cabinet qui s'occupe des déclarations d'impôts depuis plus d'une dizaine d'années. Il est donc devenu un expert dans la déclaration des impôts ici aux États-Unis. Il a conseillé et aidé des milliers de personnes à bien faire la déclaration des impôts chaque année. Il est donc qualifié pour nous éclairer sur le thème d'aujourd'hui, qui est l'importance de la déclaration des impôts. Pour co-animer ce débat, je suis avec Angèle Akoteyon. Monsieur Innocent Sena Beda, bonsoir. Bonsoir, M. Gérard. Comment Bonsoir, allez-vous? très bien chez vous. Je vais bien aussi. Bonne et heureuse année à vous. Merci et pareil à vous aussi. Merci beaucoup. Madame Angèle Akoteyon, comment allez-vous? Très bien, merci. Bonsoir, Monsieur Gérard. Bonsoir, Monsieur Gbeda. J'espère que vous vous portez bien. Très bien. Très bien. Merci. Donc, le thème d'aujourd'hui s'intitule l'importance de la déclaration des impôts. La déclaration des impôts est un processus qui se fait chaque année, chaque début d'année. Et cette déclaration se fait dans une institution qui s'appelle en anglais IRS, que M. Innocent Beda va nous définir tout à l'heure. Donc, c'est un processus qui est obligatoire pour toute personne qui travaille aux États-Unis. Si je définis mal, notre invité va donner les bonnes définitions après. Donc, ce sujet est d'une importance capitale et nous exhortons les compatriotes béninois à regarder cette vidéo avec une attention particulière parce que des informations sensibles vont être données par notre invité et ces informations vont aider beaucoup de personnes à éviter les erreurs dans la déclaration des impôts. Parce que chaque année, après la déclaration des impôts, on constate que l'institution IRS, après, envoie des lettres à la maison pour demander aux gens soit de rembourser de l'argent, soit de venir prouver telle ou telle chose. Donc, ce qui n'est pas un processus facile, si on ne sait pas s'y prendre, ça devient un truc un peu délirant. Donc, pour éviter toute situation de difficulté à l'avenir, l'Association des Béninois d'Indiana, le bureau, a décidé d'organiser cette séance de sensibilisation pour parler de la déclaration des impôts de bout en bout. Donc, pour commencer, M. Beda, je vais d'abord vous demander de vous présenter pour les nouvelles personnes de cette communauté béninoise qui ne vous connaissent pas. Vous avez la parole. Bon. Bonsoir, Madame Angèle. Monsieur Sena Innocent Beda. Je suis béninois, comptable de formation. Et une fois aux États-Unis, j'ai continué mes études et j'ai eu un diplôme à Kiel School of Business, Bachelor en Business and Science, donc où j'ai fait la comptabilité et la finance. Depuis plus de 10 ans, j'ai pu commencer les déclarations des impôts avec une compagnie ici qu'on appelle Echena Block. C'est là que j'ai fait ma première formation en anglais avec Echena Block, où j'ai travaillé pour eux pendant 2 ans. Ce n'est qu'après ça que j'ai décidé de faire et d'aider la communauté. Parce que j'ai vu que beaucoup de Béninois, beaucoup d'Africains, à cause de la langue, n'arrivaient pas bien à comprendre les thèmes comptable ou fiscal le langage fiscal.
Et c'est de là que j'ai décidé de servir un peu la communauté en offrant ce que je sais faire. Et depuis plus de 10 ans, j'ai créé ma société qui s'appelle DigiFinance Interservices et qui a régulièrement le IFEN. Le IFEN, c'est un numéro attribué par ARS après avoir fait l'application et passé tout le background pour que vous puissiez officiellement être dans la base de données de ARS, c'est-à-dire le service des impôts des États-Unis, pour pouvoir faire la taxe, faire la déclaration fiscale à n'importe quel client. Vous, c'est un recours, mais vous devez l'avoir dès que vous dépassez 12 clients pour que ARS puisse savoir avec qui et avec quelle société il est en train de travailler. Donc, je l'ai eu depuis plus de 10 ans et j'exerce déjà cette activité depuis plus de 10 ans. Et avec ça, j'ai aidé plusieurs des milliers de personnes, de clients, qui chaque année font bien leur déclaration et qui aussi utilisent ou bien savent les avantages qu'il y a en faisant sa déclaration. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'avantages quand vous faites votre déclaration à la fin de l'année. Et quand vous ne le faites pas aussi, il y a beaucoup de conséquences. Donc, pour le moment, c'est ce que je peux dire. D'accord, merci beaucoup pour cette présentation. Et Madame Angèle, tu peux enchaîner avec la première question. Merci, Monsieur Gérard. Donc, chers compatriotes béninois, bonsoir. Moi, c'est Angèle Coteillon. Bonsoir encore, Monsieur Gérard. Bonsoir, Monsieur Beda. Ma première question. Quelle est la date officielle d'ouverture de l'envoi électronique de la déclaration des impôts 2023? Bon, cette année, pour la saison 2023, la date officielle d'ouverture, c'est le 29 janvier 2024. Et ça finit le 15 avril 2024. Ça, c'est officiellement pour cette année. Mais généralement, la déclaration des impôts, par la loi fiscale, est prévue depuis toujours du 15 janvier au 15 avril. C'est le calendrier qui est prévu par le Congrès. Mais à cause du système électronique, chaque année, il peut y avoir changement. Donc, cette année, on commence officiellement le 29 et ça finit officiellement le 15 avril. D'accord. Merci. Merci beaucoup pour cette précision qui est de taille. Et je vais continuer en vous demandant comment choisir l'agent, c'est-à-dire la personne, celui ou celle qui va nous aider à faire notre déclaration des impôts. Pour choisir la personne qui va vous aider à faire votre déclaration des impôts, il faut tout d'abord faire des recherches peut-être sur le site du service des impôts, c'est-à-dire ARS, pour voir si le préparer, l'agent que vous allez choisir, a le IFEN. C'est-à-dire le IFEN, c'est distribué par ARS pour chaque agent qui prépare les tasses, ou bon, pour chaque auditeur, ou bien pour chaque comptable qui prépare les tasses. Si vous ne choisissez pas un comptable qui a ce IFEN, ça peut vous jouer de mauvais tours. Parce que dans la déclaration des tasses, tout ce que le comptable met dans le système est supposé être correct et venant du client. Et dès que vous n'êtes pas sûr que ce comptable avec qui vous travaillez est affilié au service des impôts, pas ce numéro, il peut faire de n'importe quoi dans votre déclaration de tasses et il sait qu'il ne sera pas interpellé au moment opportun s'il y avait une erreur. Donc, il est très important pour éviter ce genre de choses et pour éviter la fraude, de faire les enquêtes sur la personne que vous voulez utiliser et de savoir d'abord, qu'il est du domaine, soit un CPA, un agent comptable, et à ceux qui ont fait la formation. Et deux, qu'il est le IFEN, pour que vous sachiez que dès que votre tâche sera finie, il puisse le signer de façon électronique. Et donc, il y a ces éléments qu'il faut réellement considérer avant de choisir celui qui fait la tasse. Et il y a aussi l'enquête de moralité. Si vous voulez aller plus loin,
il faut toujours essayer de faire une enquête de moralité sur la personne à qui vous confiez toutes vos informations. Parce que vous avez, en faisant la tasse, celui que vous utilisez, c'est comme votre avocat. Il a droit de vous poser plusieurs questions et de comprendre votre vie familiale. Donc, à partir de ce moment, soyons prudents et soyons prudents. D'accord, voici qui est bien dit. Donc, pour exercer comme vous le faites, il faut en fait une autorisation. Et pour choisir son agent, pour celui qui va préparer la déclaration des impôts, il faut vérifier avec cette personne si elle a l'IFEN, comme vous le dites, n'est-ce pas? Oui. Après, il faut vérifier que cette personne est bien du domaine, c'est-à-dire qu'il est un comptable, soit un CPA. Et puis, ce qui est très important aussi, c'est l'enquête de moralité pour savoir si cette personne est bien qualifiée pour ne pas détourner les informations ou faire autre chose de vos informations que vous confiez. Donc, on va passer à la prochaine question et je laisse la main à Madame Angelo. OK, merci beaucoup. Alors, ma question, c'est comment pouvons-nous être sûrs que nous avons tous les documents nécessaires avant de déclarer nos impôts? Oui, ça, c'est une très bonne question parce que à ce niveau, il faudra que, je commence par ce qui est le basic, c'est-à-dire vous avez votre social sécurité ou vous avez votre ITIN. ITIN, c'est un numéro qui commence par un chiffre de 9 que le ARS attribue à ceux qui ne sont pas encore prêts, qui n'ont pas encore une documentation au niveau des États-Unis, mais qui peuvent quand même travailler et payer la taxe. Donc, il y a ITIN. Vous devez avoir vos comptes bancaires, tout ce qu'il s'agit. Et maintenant, au niveau des revenus, c'est-à-dire l'argent que vous aviez eu à gagner durant l'année, vous devez connaître ça. Vous devez attendre votre W2 pour ceux qui travaillent sur W2 et qui payent déjà la taxe ou ceux à qui on prélève déjà une partie de la taxe, ça on appelle W2. Vous devez avoir vos 1099, c'est-à-dire quand vous travaillez en tant qu'indépendant contracteur ou en tant que quelqu'un qui conduit Uber, DoorDash, vous devez être sûr que vous avez vos 1099 à jour. Si vous avez une maison, il y a quelque chose qu'on appelle le 1099 mortgage, que vous devez être sûr que vous l'avez parce que ça peut vous aider aussi à avoir des déductions. Quand vous avez de l'argent à la banque et que à la fin de l'année, la banque vous donne des intérêts, il y a un document que la banque doit vous avoir qu'on appelle le 1099 ENT, intérêt. Vous devez l'utiliser. Quand vous êtes partenaire dans une entreprise où vous avez des actions dans des entreprises et que vous prenez des dividendes, il y a le 1099 des dividendes que vous devez utiliser. Il y a aussi, pour ceux qui sont à la retraite, le 1099A, c'est-à-dire le time de retirement que vous devez produire. Pour ceux qui ont le social security, c'est-à-dire ceux qui sont payés sur social security, on appelle ça SSA 1099. C'est-à-dire que le social security vous envoie un document pour dire oui, je vous ai payé durant l'année 2023 tel montant et vous devez l'utiliser. Il y a aussi ce qu'on appelle le 1099 miscellaneous. Le miscellaneous, c'est des 1099, c'est-à-dire, supposons que vous avez fait un travail où la personne vous a payé cash, sans taxe. Il doit nécessairement, dès qu'il vous paye plus de $600 dans l'année, il doit vous envoyer ce 1099. Et il y a aussi quelque chose qui est très important depuis que le Obamacare est sorti, que nous appelons le 1095A, c'est-à-dire Healthcare Insurance Marketplace. Ces éléments sont très importants pour que vous puissiez être sûr que vous avez tout ce qu'il vous faut pour aller faire votre tasse. Maintenant, pourquoi on insiste sur ça? C'est parce que c'est la responsabilité du client. C'est votre responsabilité à être sûr que, bon, j'ai travaillé à 2 ou 3 endroits. Je dois attendre 2 W2. Si jamais vous avez un income sur un W2 qui est de 40 000 et que vous savez que durant l'année, vous aviez fait 100 000 et vous prenez les 40 000, vous allez faire vos tasses. Même si vous choisissez un CPA, un expert qui a tous les éléments qu'il faut, dans cette discussion avec vous, s'il ne sait pas que vous avez eu à faire un autre travail et qu'il fait cette déclaration, vous
vous êtes responsable parce que c'est les informations que vous avez données à cet agent, c'est ça qu'il a traduit, c'est avec ça qu'il a travaillé. Donc, si vous n'attendez pas d'avoir tous les éléments, c'est-à-dire le total de vos revenus, avant d'aller chez celui qui va vous faire la taxe, c'est votre faute. En ce moment, il n'y a pas à dire, oh, je ne savais pas, j'ai oublié, non. On doit, chaque année, c'est comme votre entreprise, vous devez être sûr de combien vous avez pu faire rentrer durant l'année. Et ce n'est pas du tout le moment pour vous dire, bon, je crois que j'ai tout ce qu'il me faut pour aller faire ma tasse. D'accord. Cette question est très bien détaillée et je pense que nous avons reçu des informations nouvelles et c'est ce qu'on souhaitait. C'est très intéressant. Maintenant, dites-nous, est-ce qu'il y a un avantage à déclarer ses impôts? Est-ce qu'on peut choisir de ne pas déclarer ou bien dites-nous quels sont les avantages? La déclaration fiscale doit se faire chaque année. Maintenant, il y a une loi qui dit que quand vous faites moins de 3 000 et que vous êtes un singulier individu, vous pouvez ne pas déclarer parce que je crois qu'à ce niveau, la taxe n'est pas aussi très élevée, très importante. Mais chaque année, vous devez déclarer votre taxe. Même si moi, je dis à mes clients, même si vous faites 3 000, c'est toujours nécessaire et c'est important de déclarer votre taxe. Parce que quoi? Dans la déclaration de vos taxes, tout ce que vous faites dans ce pays, pas de là. Si vous voulez, par exemple, appliquer pour avoir l'assurance maladie, tout de suite, le service social vous demande votre revenu. Combien vous avez fait cette année, ou bien quel est votre salaire, votre paycheck, ou de leur envoyer votre taxe de l'année passée. Donc, déjà, pour appliquer pour l'assurance maladie, vous avez besoin de ça. Pour appliquer pour les écoles de vos enfants, ou même quand vous-même vous êtes étudiant, pour faire vos financial aid, pour faire l'application où l'État, le state dans lequel vous êtes, peut vous aider un peu pour supporter vos frais d'études, ils vont vous demander votre taxe. Quand vous voulez, par exemple, appliquer à un parent, à votre conjoint, à vos enfants, c'est nécessaire, le service des impôts, le service de l'immigration vous demande votre taxe. Quand vous voulez faire votre nationalité, et regardez bien, la première question qu'on vous demande, est-ce que vous êtes à jour par rapport à vos taxes? Quand vous voulez acheter une maison, la banque tout de suite vous demande les documents de vos taxes parce que ce n'est que par cette déclaration de chaque année qu'on ne peut savoir votre niveau de vie, qu'on ne peut savoir qu'est-ce qu'il vous faut. Donc, si vous n'avez pas la taxe, vous prouvez à la banque, j'ai tel salaire, c'est ce que j'ai fait il y a 1 an, il y a 2 ans. Si vous ne pouvez pas prouver ça à la banque, il vous sera très, très et très difficile d'accorder le prêt pour que vous puissiez acheter votre maison. Donc, faire la déclaration chaque année, c'est très capital. Et c'est important pour tout individu qui vit aux États-Unis. Que vous avez votre green card, que vous avez votre social security et que vous avez votre ITIN, c'est très important. Et je crois que c'est la base de tout ce que vous faites aux États-Unis. Votre taxe lie l'individu que vous êtes. On sait votre fonction, on sait à peu près combien vous gagnez et on sait à peu près ce dont vous êtes capable dans ce pays. Donc, il est très important de faire chaque année la déclaration des taxes. Et merci bien, Monsieur Beda, pour toutes ces informations. Alors, ma question, quels sont les changements adoptés par l'ARS, le service des impôts, pour la déclaration des impôts de 2023? Oui, chaque année, le Congrès vote, chaque année avant le 31 décembre, le Congrès vote ce que nous appelons la loi fiscale. Et ça se fait d'ailleurs ici et dans tous les pays du monde. La loi fiscale est toujours votée par année. Donc, cette année, comparé à 2022, il n'y a pas eu de grands changements, seulement que au niveau des standards de deduction, ARS a ajusté un peu par rapport à l'inflation qui existe de nos jours. C'est-à-dire, je prends un exemple. Quelqu'un qui, par exemple, en 2022,
avait utilisé, il était single, il n'a pas d'enfant, pas de femme, et il a fait sa déclaration seul. En 2022, il avait eu un standard de Dodge. Attendez bien. Yeah. Donc, en 2022, quelqu'un qui est single avait un standard de Dodge de 12 950. Et en 2023, ce standard de Dodge est passé de 12 950 à 13 850. Qu'est-ce qu'on appelle standard de Dodge? Je vais essayer d'expliquer. Prenons par exemple un individu M qui a un W2 à la fin de l'année, s'est retrouvé avec un W2 de 22 000 dollars. L'administration fiscale ne lui calcule pas la taxe sur les 22 000 dollars. Il y a toujours quelque chose que nous appelons le standard de deduction ou bien le Adamize. Le standard de deduction, c'est que le Congrès dit, OK, celui qui est single, qui n'a pas d'enfant et qui n'a pas de femme, nous allons lui accorder une déduction. Donc, nous n'allons pas le tasser sur les 22 000, mais nous allons réduire ça à un niveau donné. D'où ils vont faire 22 000 moins le standard de deduction. Donc, le standard de deduction de l'année 2022, c'était 12 950. Donc, qui est passé maintenant à 13 850, donc une augmentation d'environ 900. Et maintenant, on fait 22 000 moins les 13 850 avant d'appliquer la taxe. Donc, tu n'es pas taxé sur les 22 000, mais plutôt la différence entre ce que tu as et ton income, moins le standard de deduction. Et c'est sur ça qu'on calcule la taxe. Donc, ce changement, c'est pratiquement ce que nous avons eu en 2023 à cause de l'inflation. Ça, c'est fait pour les singles. Pour ceux qui sont head of household, quand on dit head of household, c'est que vous êtes maître de famille, c'est vous qui donnez plus de 50% des revenus dans la maison. En ce moment, vous pouvez faire comme head of household. Et le standard de deduction aussi, cette année, ça a quitté 19 400 et qui est allé à 20 800. C'est pareil pour ceux qui font leur déclaration mari et femme, c'est-à-dire Céline, mari et Féline joint, le standard de deduction a quitté 25 900 à 27 700. Et c'est pareil aussi pour ceux qui sont mariés et qui, pour des raisons personnelles, veulent faire marier separately, ils ont augmenté aussi le standard de deduction à ce niveau. Donc, bref, le reste n'a pas trop changé entre 2022 et 2023. C'était en 2022 que nous avons eu beaucoup de changements parce qu'il y avait eu les trucs de Covid en 2021. Donc, en 2022, il y avait eu de grands changements en 2022. Mais entre 2022 et 2023, les changements qu'il y a eu, c'est juste par rapport au taux d'inflation qui existe. Et l'administration fiscale a décidé, bien le Congrès a décidé d'ajuster un peu pour que la population ne subit pas trop le coût de l'inflation. Donc, c'est pratiquement ce que je peux vous dire comme changement au niveau de 2023. Merci beaucoup, M. Gueda. Merci beaucoup, M. Gueda. Pour continuer, je voudrais vous demander, malgré toutes les bonnes volontés des gens à bien faire leurs taxes, on remarque après que l'administration des impôts, c'est-à-dire ARS, quand elle recalcule la taxe à son niveau, on voit souvent qu'elle envoie une lettre pour corriger telle chose ou telle chose, ou bien que, je ne sais pas, pourquoi il y a ça et comment éviter de tomber dans ça. Parce que je sais que la communication avec ARS est quelque chose qui n'est pas facile. Et comment éviter ce genre de situation? Oui, merci Gérard. Vous savez, de nos jours, l'Internet a développé beaucoup de fraudes aussi. Il y a beaucoup de gens qui vous disent, ou bien vous allez voir quelqu'un tout de suite, on vous dit, je donne l'exemple de ce que j'ai rencontré l'année passée, un individu qui a quitté Florida, qui s'est venu s'installer ici et qui a bien le fait, et qui s'est installé et qui a commencé par dire au client que, lui, il est expert, il va bien faire ta tasse. Et du coup, il te donne des refonds, un retour de tasse très élevé. Il le fait, il collecte l'argent des gens et il disparaît.
Donc, l'année qui va suivre, il va aller dans un autre État pour faire encore ses bêtises. C'est pour cela que souvent je dis à la population, bien aux clients, vous avez le devoir de connaître ce qu'il y a dans votre tasse. ARS envoie une lettre à celui qui paie la tasse parce que, soit celui qui lui a préparé la tasse a mal fait, il est une personne mal intentionnée, ou deux, le client lui-même n'a pas fait son travail préliminaire avant d'aller faire sa tasse. Pourquoi je dis ça? Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des clients qui n'ont pas la patience de récupérer tous leurs documents. Sachant bien qu'ils ont travaillé à 4 ou 5 différents endroits, ils doivent attendre 5 W2. Ils trouvent 3. Comme ils sont pressés d'aller faire les tasses, ils vont le faire avec 3 W2. Ce qui fait quoi? Il y a 2 autres W2 qui sont là et qu'eux, ils pensent que ARS ne va pas retrouver. Non, ARS toujours fait. En fait, c'est une comptabilité. Et quand vous avez l'actif, vous avez le passif. Donc, dès que vous envoyez votre déclaration de tasse et que ARS a vu que, bon, il y a un W2, il y a un revenu que vous avez oublié, qui a été omis, que ça soit volontaire, l'omission soit volontaire ou involontaire, ARS vous adresse tout de suite une lettre. Il faut souligner aussi que toutes les entreprises avec lesquelles on travaille, ont la responsabilité d'envoyer directement nos informations à ARS. Oui. Donc, dès que la population reçoit les W2, ces mêmes W2 sont envoyés aussi au niveau de ARS, c'est-à-dire fédéral, et ça envoie aussi au niveau de ARS côté local, c'est-à-dire le state Indiana, dans notre cas. Donc, tout ce que nous faisons, c'est pour ça que je dis, dès que tu as le tout ce que nous faisons est traqué. Donc, dès que les employeurs ont le devoir d'envoyer tous les documents, c'est-à-dire les W2 au plus tard le 31 janvier, les 1099 ils vont jusqu'en février, mais dès que les employeurs vous envoient ces éléments, en tant que taxe payeur, nous devons être sûrs que nous avons tous nos éléments avant d'aller faire la taxe. Même si nous savons que le dernier W2, c'est 600, il faut attendre parce que dès que vous oubliez un revenu pour ARS, c'est une omission volontaire. Vous pouvez tout dire. Ils vont recalculer l'impôt et vous dire, entre-temps, en 2022 ou en 2023, vous aviez déclaré tel montant, mais nous, vos employeurs ont déclaré tel montant, ce qui ne marche pas. Et ils vous envoient une première lettre pour dire, voici la différence que nous avons revue à notre niveau. Vous n'avez pas déclaré ceci, vous n'avez pas déclaré ceci, vous n'avez pas déclaré ceci. Et en ce moment, ils vous donnent la chance d'aller refaire votre taxe. Donc, c'est la première lettre. Et déjà, même en ce moment, ils vont commencer par vous calculer la pénalité parce que pour eux, c'est volontaire. Vous avez décidé de ne pas déclarer tel montant. Donc, même si vous allez refaire votre taxe et que vous resoumettez, vous allez leur retourner une partie de ce que vous avez en temps pris comme taxe de fonte. Vous allez retourner les intérêts calculés à ce montant supplémentaire que vous avez eu. Et vous allez leur retourner aussi une pénalité. Parce qu'ils font cette pénalité pour décourager les gens à faire des omissions volontaires. Ça, c'est le cas au niveau des W2. Quand vous prenez, par exemple, quelqu'un qui a fait DoorDash, qui a fait Amazon, qui a fait Uber et qui a fait Lyft, et qui a des 1099, ce cas-là est encore plus grave. Parce que dès que vous avez des revenus déclarés à ARS et que vous n'attendez pas et que ARS vous envoie une lettre, ARS dit maintenant que oui, nous avons 1099 de 40 000 alors que vous avez déclaré 20 000. Tout de suite, ils ne regardent même plus qu'entre-temps, vous avez eu des dépenses. Ils vous calculent la taxe sur les 40 000 automatiquement, ce qui n'arrange pas. Donc, tous ces éléments sont là. C'est des décisions prises par ARS pour décourager les gens qui, volontairement ou involontairement, ne prennent pas la patience de vérifier tout leur income avant de faire les taxes. Maintenant, il y a d'autres, par exemple, quand je prends le 1095 et celui qui est le healthcare, dès que vous oubliez ça, ARS ne processe même pas vos returns. Ils vont les garder là et vous envoient une lettre pour dire, tant que vous n'avez pas envoyé la copie de votre assurance, le 1095 et
Et il y a d'autres éléments qui vont demander d'envoyer. Tant que vous n'envoyez pas, votre routeur ne sera pas finalisé. C'est là où tu vois des clients commencent par se plaindre. Oh, j'ai fait ma tasse depuis 3 mois. Ares n'a rien dit. C'est là. Je n'ai pas reçu de l'aide. Oui. C'est des trucs que Ares utilise pour forcer la main à la population ou aux taxpayeurs d'être sûrs qu'ils ont tous les éléments qu'il faut pour faire les tasses. Donc, pour éviter ce genre de situation. Et ce n'est pas que ça. Hein. Ares peut décider d'envoyer une lettre parce que tu as utilisé un enfant, il peut bien être ton enfant, et tu as eu un crédit que l'enfant ne peut même pas te donner. Supposons que tu as un enfant qui est venu ici dans les 3 derniers mois de l'année et que tu fais ta tasse et que tu prends tous les crédits comme si l'enfant est resté ici 12 mois avec toi. Tout de suite, les gens de ARS, ils savent. Ils vont venir vers toi pour dire, bon, peux-tu nous prouver que tu as gardé cet enfant au moins 6 mois dans l'année sur le territoire américain? Ou peux-tu nous prouver que tu es le support, c'est toi qui as nourri cet enfant pendant toute l'année. Tu as donné plus de 50% des dépenses qu'il faut sur cet enfant. Donc, ARS a le droit d'auditer et de demander ces trucs-là à chaque fois qu'on prend un crédit. Et de jour en jour, le service, l'administration fiscale, ils sont plus rigoureux. Ils sont très rigoureux maintenant parce que ils veulent essayer d'éviter la fraude. Ils veulent essayer de forcer la main aux payeurs de faire ce qui est correct et une fois de bon. D'accord, merci beaucoup. Cela m'amène à poser une autre question. Nous avons dans la communauté beaucoup de personnes maintenant qui se lancent dans les business. Vous avez déjà parlé de Uber, Lyft, tout ça. Mais il y a d'autres qui créent de vraies entreprises. Par exemple, des LLC ou bien des LLC Corporation qui ne sont pas liées à leur social security. Maintenant, je ne sais pas si tous les agents sont qualifiés pour faire la déclaration des impôts des entreprises. Parce que plusieurs personnes se confrontent à ça chaque année et quand ils vont chez les agents, on se rend compte qu'ils ne sont pas qualifiés pour cette partie de la taxe. Expliquez-nous comment ça se passe. Oui, bon, quand on prend les petites et moyennes entreprises, généralement, ceux qui ont des entreprises, ces entreprises, d'abord, c'est le type d'entreprise qu'ils ont qui détermine quel type de déclaration il faut faire. Ils ont à faire. Supposons que quelqu'un a un LC, Limited Liability Company, et qu'il est seul membre, il n'y a pas ajouté quelqu'un de lui, il est le seul honneur ou bien propriétaire de cette entité-là. Il fait sa taxe en utilisant un Schedule C. Donc, son social est là et il doit tenir une comptabilité pure et simple à part de la structure de sa société et qu'il ramène après avec son social security. Ça, c'est les gens qui ont le LLC, one member ou bien sole proprietor qui sont seuls membres. Maintenant, il y a d'autres types de sociétés, par exemple les partnerships. Quand vous êtes en partnership, il faut faire attention parce que tout le monde ne peut plus faire votre tasse. Il faut celui-là qui a cette certification, celui-là qui a le niveau et qui a la connaissance de la chose. Le partnership, celui-là doit faire ce qu'on appelle un 1065. Le 1065, vous pouvez être deux partenaires en créant une entreprise, vous pouvez être 3, vous pouvez être 5. Donc, vous devez d'abord aller faire la tasse de ce partnership. Et quand chaque fois vous appliquez pour créer une entreprise au niveau du service des impôts, vous allez voir qu'on vous donne un numéro qu'on appelle le Employer ID Number, ou bien la première lettre qu'on vous envoie qui donne le numéro de l'entreprise, l'Employer ID Number. Cette lettre-là, c'est capital. Vous devez garder ça parce que c'est ça qui vous dit si votre société est LLC, One Member, ou c'est un partnership, ou c'est Corporation S. Et c'est dans ça qu'on vous dit le type de taxe de déclaration auquel vous êtes soumis. OK. Donc, ce partnership doit savoir que, bon, je dois aller faire un 1065, je dois faire ma taxe d'abord avec ma partenaire à part, prendre
le profit ou le loss, ce qu'on appelle le K1 de ce partnership qu'on donne à chaque partenaire pour aller faire les tâches personnelles. Pareil pour quelqu'un qui a un Corporation S. Celui qui a un Corporation S doit faire la tâche de cette corporation à part, qu'on appelle le 1120, et de là, il prend le K1 pour ceux qui ont des actions dans cette entreprise, et chacun d'entre eux va aller faire les tâches personnelles avec cette K1. Donc, quand il s'agit de partnership, le LLC, multi-member, le Corporation S, en ce moment, le système, le type de tâche que vous déclarez est totalement différent. Et là, si vous ne prenez pas quelqu'un qui peut le faire, et vous ne choisissez pas une entreprise ou bien un service de comptabilité qui peut bien faire ça, vous aurez des erreurs. Et là, quand ARS fait vous auditer, l'amende est beaucoup plus élevée à ce niveau. Donc, moi, par exemple, je fais des déclarations pour les individus, pour les LLC, one member, two member, les partnerships, les 1120, je fais tout ça, même les églises. Bon, maintenant, je ne fais pas les corporates, par exemple, comme je ne suis pas un CPA pour certifier les corporates, par exemple, comme McDonald's, mais ce que je fais dans la communauté, je fais pour les individus, je fais pour ceux qui ont leur entreprise, une compagnie d'IT ou bien les transporteurs, je fais pour tous ceux-là, les schedules, je fais même pour les rental companies, ceux qui ont des maisons qu'ils ont mis en location, et je le fais. Donc, il y a plusieurs. Il y a aussi même la tâche pour les fermiers. Donc, par rapport à vos activités et par rapport au type d'entreprise que vous avez, vous devez savoir choisir celui qui pourra faire votre tâche. Donc, c'est à peu près les informations que je peux te donner. D'accord. Maintenant, ma toute dernière question est celle-ci. Au cas où on a toute la bonne volonté, mais ça se passe mal, et que on doit faire face, on doit donner des retours à l'ARS, c'est-à-dire des réponses par rapport aux lettres qu'ils envoient. Est-ce qu'il faut faire face à ça seul ou bien il faut retourner voir son task preparer, c'est-à-dire l'agent qui a préparé la tasse pour qu'il le fasse? Quand vous recevez une lettre de ARS, c'est ce que je dis souvent à mes clients, dès que tu reçois la lettre, tu m'appelles immédiatement parce que c'est comme si celui qui a fait ta tâche est ton avocat. Donc, il n'y a pas d'élément à cacher. Dès que tu reçois la lettre, tu dois aller voir celui qui a fait ta tâche pour dire j'ai reçu telle lettre de ARS. Et ensemble, nous allons étudier, nous allons dire bon, pourquoi la lettre? On lit, on voit. Parce que ARS explique toujours pourquoi il t'envoie la lettre. Et de là, on peut voir s'il y a quelque chose à faire, si on peut amender ta tasse, si on peut encore corriger en ce moment ta tasse pour dire ah, c'était ça, et on explique pourquoi. Et dès qu'on le fait, ils acceptent. Je l'ai fait pour plusieurs personnes. Donc, on peut toujours amender la tasse. Mais dès que tu reçois la lettre, généralement, ARS donne 30 jours pour répondre. Et que tu ne réponds pas, on néglige. C'est là, dès qu'ils évoluent à partir de ce moment, ils te demandent maintenant de dire, bon, OK, maintenant tu nous paies tel montant, ça devient plus difficile et plus compliqué. Mais moi, je conseille toujours à tout client, dès que vous faites votre tasse, dès que vous recevez une lettre, automatiquement, amenez-moi cette lettre pour qu'ensemble, on puisse voir ce qu'on nous reproche, ce qu'on reproche d'abord au client et ce qu'on me reproche aussi, et ensemble, qu'on puisse voir comment corriger et remédier à ce problème. Et si on peut remédier à ce problème, on le fait, on fait le document, on envoie à ARS. Parce que la communication avec ARS de nos jours est très, très, très difficile. Donc, il vaut mieux saisir, dès que vous recevez la première lettre, allez voir celui qui a préparé la tasse, discuter avec lui et fournir tous les éléments qu'il faut pour qu'on puisse corriger ou qu'on puisse amender cette tasse pour être à jour. J'avais dit ma toute dernière question, mais il y a une question qui m'est venue à l'esprit tout de suite. Il y a une question qui chaque année fait beaucoup de bruit. Est-ce que, bon, disons, combien on doit payer aux agents qui préparent les taxes? Comment on vous rémunère? Bon. Parce que souvent, d'autres nous disent qu'ils ne prennent rien. Et puis, à la fin, le montant qu'ils vous donnent, on voit qu'il y a une différence dedans. D'autres prennent l'argent à l'avance, ils disent je prends tel et on les paye. Malgré ça, on voit une différence toujours. Donc,
comment, vous prenez à la source ou bien comment on doit vous payer? Bon, cette question que tu viens de poser me ramène à la première question. Il faut savoir choisir celui qui va faire ta tasse. Yeah. Je suis sûr que tu ne vas pas aller à H&A Block, à Libertitas, à cette ces compagnies qui font la tasse et qui font la publicité à la télé. Et ils feront ta tasse, ils vont te dire, tu paies tel montant et après tu vas voir une différence. C'est impossible. C'est impossible. C'est pareil. Quand vous choisissez les petites entreprises comme nous, c'est là où je dis de voir l'étude de moralité de la personne. De voir si la personne a tous les éléments, son IFN, son PTN, par rapport à ARS. Dès que tu as ça, il y a une déontologie à suivre. Comment on paye? Voilà, chez moi, quand je fais ta tasse, je te donne un document qui te montre exactement tout ton revenu, les crédits que j'ai eu à te donner, la tasse que tu dois payer et ta tasse return, le refund que tu vas prendre ou si tu dois payer ARS. Dès que je fais ça, je te dis, après avoir fait ça, voici mes services. Si c'est 200 ou 250, tu as la possibilité de me les payer cash, de me les payer par crédit card, ou si tu me permets d'enlever ça de ton return, c'est-à-dire du montant que ARS va t'envoyer, là, ça devient bank prorogue. Et dans ce cas, il y a des fees supplémentaires qu'on ajoute. Mais tous ces fees seront déjà déterminés devant toi et tu signes. Donc, quand quelqu'un fait ta tasse et il te dit gratuit, soyons honnêtes, quelqu'un qui a étudié, qui a eu son diplôme, qui a acheté le software, qui a acheté l'encre, qui paie le loyer, dit il va te donner un service gratuit. Parce que c'est possible. Et c'est là que les gens, regardez là où vous allez. Quelqu'un qui fait ça, qui te produit un service gratuit, et même des fois qui te dit qu'il va te charger $50, ce n'est pas possible. Et tout de suite, on doit se dire pourquoi. Il faut commencer par poser des questions. Maintenant, quelqu'un qui te dit $200 et que la première année, tu lui as donné les $200 et que tu as remarqué qu'il a encore coupé ton argent, mais sur le site de ARS, il y a tous les documents pour porter plainte. Dès que tu as son IFN, tu portes plainte, l'adresse, tout est là. C'est vrai que je sais que c'est difficile aux gens de faire ça. Mais dès que la personne a te fait ça une année, pourquoi alors repartir l'année qui suit? Tu sais tout de suite que celui-là n'est pas de bonne moralité et peut-être qu'il n'a pas le IFN ou le PTN pour faire la tasse avec ARS. Parce que dès que tu es affilié à ARS, c'est des choses que tu ne peux pas faire. Et en plus, il y a d'autres qui disent non, je fais ta tasse et tu me donnes 10%. C'est interdit par la loi. Si tu te plains, tu peux aller en prison. On ne charge jamais par rapport aux revenus aux tâches au fond de la personne. Je fais ta tâche, je te demande les éléments que tu as. Si tu me donnes 4 W2, je sais que bon, tu m'as donné plus de travail. Tu vas à l'école, j'ai tout un IT, je sais que bon, ça a un autre travail. Tu as des enfants, tu me donnes plus de travail. Et c'est en fonction de cela que moi je te dis, voilà, tout ça là, tu vas me payer tel montant. Mais si je fais ta tasse et que tu gagnes 10 000, je ne vais pas dire, oh non, tu dois me donner 10%. C'est contre la loi. Je ne peux pas changer mes filles en fonction de tes refonds. Non. Donc, c'est la personne qui doit, comme elle va me payer 10%, s'il doit donc, ça ne se fait pas, c'est contre la loi. Donc, et c'est là où je dis, ça me ramène à la première question. Il faut savoir choisir celui qui fait la tasse. Je sais, il y a des gens qui sont là et ils préfèrent aller à des endroits où ils sont dans la queue 24 heures ou bien 12 heures. Mais quand même, c'est le seul qu'il y a. Déjà, il faut qu'on s'interpelle nous-mêmes. Il faut que nous nous interpellons nous-mêmes. Est-ce que ce que celui-là fait là-bas, là, est-ce que c'est vraiment bien? Parce que nous allons dire le service des impôts, mais le travail commence par nous-mêmes. On se pose des questions. Oh, ça là, c'est tout beau. C'est trop bien pour être correct. Pourquoi je vais attendre 12 heures, 48 heures, rester dans une queue pour faire ma tasse? Il n'est pas la seule personne. Donc déjà, c'est des choses c'est des indices qui prouvent à peu près ce qui se passe dans notre communauté. Donc, à quel plafond de montant il faut s'attendre? On peut s'attendre. Il n'y a pas de plafond de montant. Tu vas chez H&A Block, une tasse qui est un peu compliquée, tu peux payer jusqu'à $600, $800 quand tu vas dans la grande compagnie.
Mais tu viens chez quelqu'un comme moi, quand tu as ta taxe, par exemple, moi, je vais te donner à peu près ce que je fais. Quand tu as un W2, tu fais le marital jointly avec tes 2 ou 3 enfants, et ta femme a W2. Généralement, mes filles ne dépassent pas 200, $250, au maximum 300. Quand tu as une entreprise, par exemple, tu es un truck driver et je dois tenir des comptabilités, je dois te faire certains trucs. Là, je commence par te charger à partir de 300, 350 jusqu'à 500, 600. Tu vois, j'ai des clients qui ont des franchises, qui ont des restaurants de franchise. Ceux-là, des fois, je charge jusqu'à 1500. Mais à part ça, les clients individus qui a juste un W2, si quelqu'un te dit de payer 400, 500, c'est trop. Donc, il faut aussi faire ces enquêtes pour voir à peu près combien on peut payer. Et je ne peux pas fixer un prix pour... Je ne fixe pas le prix, mais quand même, il faut que nous-mêmes, nous mettons notre intelligence pour voir si ce qu'on est en train de payer est raisonnable. D'accord. Merci beaucoup. Madame Angèle, je ne sais pas si vous avez des questions pour notre invité. Non, pas vraiment. Vous avez posé toutes mes questions. D'accord. Donc, voilà. Donc, Monsieur Sénan Innocent Beda, merci beaucoup pour vos interventions. Vos informations sont pertinentes et très utiles. Et j'espère que la communauté va adorer cette vidéo. Donc, nous sommes venus à la fin de cette émission. Et oui, Je vais dire un mot. Je suis ouvert à toute la communauté. Ceux qui veulent m'appeler peuvent m'appeler sur le 317 457 35 75 et ils peuvent me contacter pour n'importe quelle question. Je peux les aider à préparer les tâches. Je peux les aider à se préparer pour acheter une maison. Je peux les aider à pouvoir savoir même planifier leur budget. Donc, s'ils ont des questions, je suis prêt à répondre. Mon numéro, c'est le 317 457 35 75. Et je suis sur Service Hoffman, qui n'est pas loin, c'est dans le West. J'ai un bureau qui est 48 Outreau, West 74th Street, Indianapolis, Indiana, 46268. Merci, Gérard. D'accord, ça c'était la pause publicitaire. On va prendre le soin de demander au bureau de vous charger pour ça. D'accord, on est venu à la fin de cette émission. Je vais rapidement conclure et on va quitter. Au début de l'émission, on a demandé quelle est la date officielle d'ouverture d'envoi des taxes. Donc, vous nous aviez dit que officiellement, c'est le 29 janvier cette année. Donc, c'est Oui. la date qu'on va retenir en conclusion. Et à la suite, comment choisir l'agent qui va faire la déclaration des impôts? Sur ça, vous nous aviez dit qu'il faut vérifier que l'agent a ce que vous appelez un IFEN, qu'on peut vérifier sur le site internet de ARS. Il faut vérifier que la personne-là est du domaine, c'est-à-dire que c'est un agent comptable ou c'est un CPA. Et ensuite, il faut faire une enquête de moralité pour être sûr qu'il n'y aura pas des situations de fraude ou bien il n'y aura pas des retours de ARS qui seront difficiles à traiter après. Sur la question des documents qu'il faut préparer avant de venir chez l'agent qui fait la déclaration des impôts, il y a le social sécurité, il y a ce que vous avez appelé item, c'est un numéro de 9 chiffres. Il faut bien sûr avoir son compte bancaire. Il faut amener ce qu'on appelle les W2, c'est-à-dire c'est un document qui recense les revenus que vous avez eu à avoir auprès d'un employeur. Il faut aussi préparer aussi le formulaire qu'on appelle 1099 pour les entrepreneurs, c'est-à-dire
les gens qui conduisent peut-être Uber, Lyft, ou bien les gens qui ont des LLC et qui sont seuls membres dessus. Il faut, pour les gens qui ont une maison, apporter un document qu'on appelle le 1099 mortgage. Pour les gens qui ont de l'argent à la banque et que cet argent génère de l'intérêt, il faut amener un formulaire qu'on appelle le 1099 ANT. Pour les gens qui sont actionnaires, il faut le 1099 qui est lié à leur dividende. Pour les gens qui sont à la retraite, il y a le formulaire qu'on appelle le 1099-R. Et il y a aussi un document que vous avez appelé SSA 1099 pour les gens qui ont reçu l'argent du service de social sécurité durant l'année. Et puis, il y a le 1099 miscellaneous qui concerne les gens qui ont reçu des revenus par cash et qu'ils doivent déclarer. Et il y a le 1095 qui est lié aux personnes qui ont Obamacare. Il y a aussi, je pense que c'est à peu près tout ce dont on a besoin, les documents dont on a besoin pour aller rencontrer son agent qui prépare la déclaration des impôts. Sur les avantages dont on bénéficie en déclarant ces impôts, d'abord, vous nous aviez dit, pour les revenus de moins de $3,000, il n'est pas nécessaire d'aller déclarer sa taxe, mais on peut toujours le faire. Maintenant, après la déclaration des impôts, on nous donne un document. Pour certains, ça s'appelle 1040, 1040, le formulaire 1040. Et ce document permet, par exemple, d'appliquer pour l'assurance maladie, d'appliquer pour les écoles pour avoir des aides de l'État pour pouvoir financer son éducation. Ce document est demandé dans les procédures d'immigration, dans la procédure de devenir citoyen des États-Unis, et aussi ce document est important lors de l'achat d'une maison. Donc, après ça, je pense qu'on a parcouru d'autres questions qui sont aussi importantes. Donc, sur ce, nous allons demander à la communauté de faire beaucoup, de regarder cette vidéo, d'appliquer les conseils qui ont été donnés par notre communauté, qui est un expert dans le domaine, et de continuer par supporter la communauté en regardant nos vidéos, puisqu'elles seront de plus en plus divulguées sur les plateformes de l'association. Et l'inviter aussi à donner son contact, et si vous avez besoin de le rencontrer pour des conseils ou bien pour déclarer vos impôts, il est disponible au numéro qu'il a donné et à l'adresse qu'il a donnée. Merci beaucoup, M. Sena. C'était un plaisir de vous avoir sur cette émission et on vous souhaite bonne année et à la prochaine.